Salam alaikum, sahabtakum. Donc, c'est M. Hassan Abdel, je suis le directeur du Centre de développement des énergies renouvelables. Et j'ai l'immense plaisir et l'honneur de modérer cette science exceptionnelle. Donc, j'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter le professeur Hafid Awraq, directeur général de la recherche scientifique et développement technologique et professeur à l'université de Tlemcen. M. Awraq est très connu dans la communauté scientifique en Algérie et à l'étranger. M. Awraq a lauréat de plusieurs distinctions à l'international. Il a occupé plusieurs fonctions en Algérie et à l'étranger, dont le recteur de l'université de Sidi Bel Abbas. Il a dirigé plusieurs programmes de recherche internationaux dans le domaine de la physique et des matériaux. J'ai fait une petite recherche avant de venir dans mon compte Scopus. Donc il compte près de 290 publications internationales dans la base de données Scopus, avec près de 4000 citations et un H-index de 33. Donc c'est vraiment le dernier. Donc professeur Awraq va nous présenter une conférence sur le demande de Maxwell et la vie. J'ai fait également une petite recherche, comme j'enseigne la thermodynamique à Bab Zouar, je suis aussi professeur de chimie à Bab Zouar. Donc le démon de Maxwell, c'est un physicien écossais, est une expérience de pensée proposée par James Maxwell en 1871 pour violer le second principe de la thermodynamique. Premier principe, deuxième principe, troisième principe de la thermodynamique. Donc il a proposé l'expérience ou l'étude le démon de Maxwell pour violer donc, le deuxième principe de la thermodynamique. Donc l'importance de cette expérience se reflète dans l'étendue des sujets qu'elle couvre: la thermodynamique, la physique statistique, les probabilités, la théorie de l'information, les problèmes de la mesure, ainsi que dans la mécanique quantique. L'expérience de Démon a profité à la science tant au niveau de l'introduction des nouveaux concepts en physique qu'en compréhension plus profondue du monde que nous entoure et des lois que nous utilisons pour le décrire. Donc, le professeur Awraq, dans sa première partie de sa conférence, va nous faire voyager au cœur des dernières théories de la physique d'information, où la violation du deuxième principe de la thermodynamique donne lieu aux rêves les plus fous, en passant par un voyage dans le passé, la téléportation à l'avènement de l'ordinateur quantique et la nano-réfrigération. Dans la deuxième partie de sa conférence, qui sera, je pense, plus philosophique, il va nous décrire la vie telle qu'elle fut imaginée par Schrödinger et décryptée par Crick et Watson à travers l'ADN, en passant par les théories de la complexité et aller au-delà de la cohérence quantique et contredire le principe de l'entropie et arriver à la théorie du constructeur de Deutsch. Professeur Awraq va nous emmener à la conclusion de sa conférence que la vie n'est en fin de compte qu'un miracle divin. Donc sur ce, je donnerai la parole au professeur Awraq pour nous donner plus de... Donc pour nous exposer sa conférence. Merci. Donc, je vous remercie d'être parmi nous aujourd'hui. Je préfère... Alors, comme j'ai dit, on va parler essentiellement aujourd'hui de choses qui sont un peu philosophiques et un peu de sciences dures.
Et donc nous allons voyager ensemble à travers ce que j'ai appelé moi le démon de Maxwell et la vie. Bon, on va arriver à c'est quoi le démon de Maxwell plus tard, mais auparavant je voudrais d'abord aborder les choses qui sont très complexes au départ. Je vais introduire plusieurs concepts, peut-être nouveaux pour vous, mais je vais essayer d'être le plus simple possible pour que vous compreniez un peu ces principes-là. Mais tout ce que je vais parler, vous allez voir à la fin, il va y avoir un enchevêtrement avec tout ce que nous allons voir ensemble et nous allons discuter ensemble. Et puis, ce que je sous-entends, c'est que le débat doit être très ouvert, où chacun peut apporter son point de vue par rapport à ce que je vais dire. Essentiellement autour des choses qui sont à la croisée, donc de la science et à la croisée de la philosophie, un peu à la croisée de la spiritualité. Nous sommes dans le mois de Ramadan, c'est normal qu'on doit introduire un peu d'aspect de spiritualité, et pour que nous puissions bien aller au-delà, parce qu'en fait, la science, c'est d'abord notre conscience et notre vision, comment nous allons voir les choses. Chacun voit les choses différemment, et donc le fait que chacun voit les choses différemment, voit la science différemment. Donc, en essayant d'avoir beaucoup de connaissances, on va essayer d'élaborer chacun la vision, comment il voit le monde et comment il voit la vie. Donc nous avons deux choses, nous avons deux mondes en fait. C'est-à-dire que nous allons avoir deux mondes, nous sommes aux confins de deux mondes. Qu'est-ce que ça veut dire deux mondes? Le monde qui nous entoure, c'est un monde macroscopique. Nous voyons, c'est des choses qui sont à notre échelle, et puis c'est des choses qui sont très grandes, les planètes, les galaxies, d'accord? Donc tout ceci, les étoiles, c'est quelque chose de très grand. C'est ce que nous appelons le monde macroscopique. Et puis nous avons ensuite tout ce qui est très petit, jusqu'à l'infiniment petit, jusqu'à l'atome. C'est ce que nous appelons le monde microscopique. Donc nous sommes aux confins de deux mondes, le monde macroscopique et le monde microscopique. Et nous allons voir que chaque monde a son mode de vie, a son mode d'évolution, de façon générale. Donc le monde macroscopique a son mode d'évolution, ça veut dire qu'il a des lois, comment il se comporte ce monde. Et puis nous allons voir aussi que le monde microscopique aussi a ses modes d'évolution, et donc il a ses lois, d'accord, pour le décrire. Donc comment nous décrivons un monde macroscopique et comment nous décrivons un monde microscopique? Est-ce qu'il y a une barrière ou une frontière entre ce monde macroscopique et ce monde microscopique? Donc comment peut-on faire le lien entre ces deux mondes, le monde de l'infiniment petit et le monde de l'infiniment grand? Donc nous sommes en confins de deux mondes. Et puis nous avons aussi deux autres mondes, d'accord, qui sont dans l'infiniment petit ou dans l'infiniment grand, tout ce qui vit et tout ce qui ne vit pas. Tout ce qui a un sens de la vie et tout ce qui n'a pas de sens de la vie. Donc dans ce monde, nous avons deux choses. Nous avons des êtres vivants et puis nous avons de la matière inerte, de la matière qui ne vit pas. Donc là aussi, nous sommes dans deux mondes différents. Le monde de la matière et le monde du vivant. Donc ça veut dire qu'en fait, nous sommes aux confins de deux mondes où chaque monde est un sous-monde, le monde du vivant et le monde de la matière. Donc c'est ce que nous appelons, c'est ce que je vais dire, nous sommes aux confins des mondes, et le fait que nous sommes dans les confins du monde, comment allons-nous nous adapter et établir de la science par rapport à tous ces mondes-là? Et donc, le départ a été, pour essayer de comprendre tout ceci, ce personnage que vous voyez ici est un prix Nobel. C'est le prix Nobel de physique en 1998, d'accord? Parce qu'il a essayé, Loveling, donc il a essayé ce prix Nobel de physique, il a essayé de comprendre le monde. Comment il a vu ce monde et quelle est sa vision de ce monde. Pour lui, le monde est quelque chose d'extraordinaire. Le monde est une notion d'émergence. Et nous allons revenir sur cette notion d'émergence, l'émergence. Quelque chose qui émerge du néant, quelque chose qui émerge du vide, quelque chose qui émerge de rien. Et puis tout à partir de ce rien, à partir de ce vide, tout se construit. Donc c'est la notion d'émergence, d'accord? Et puis il a utilisé ce dessin-là, cette peinture de Monet.
Cette peinture de Monet que vous voyez, elle est très belle. Vous connaissez tous l'artiste Monet, donc ces tableaux se vendent très cher parce qu'il fait des toiles qui sont exceptionnelles. Et donc quand vous voyez ce dessin, c'est quelque chose de beau. Et quand on parle de quelque chose de beau, ça veut dire que quand quelque chose est beau, ça veut dire qu'il y a de l'ordre derrière cette beauté. Ça veut dire que la beauté est liée à l'ordre. Il y a un ordre. Donc quand nous voyons ceci, mais en fait, c'est pour ça que Monet, il est très visionnaire dans ça. Quand vous regardez un tableau, d'accord, ça reflète le personnage et ça reflète en fait comment cet artiste voit le monde. Chaque artiste voit le monde différemment par rapport à nous. C'est pour ça qu'il est artiste, parce qu'il apporte cette vision exceptionnelle, comment il voit le monde. Et à travers cette peinture, il veut nous transmettre un message. Il veut nous transmettre un message, l'artiste, et ce message est très simple. Parce que quand vous regardez ici, ici c'est des fleurs, d'accord? C'est des fleurs qui sont dessinées dans un désordre total. Donc quand Monet a dessiné cette peinture, il a dessiné des fleurs qui sont dans un désordre total. Mais quand je la prends tout entière, il y a un ordre total. Ça veut dire qu'en fait, il a vu, c'est un enchevêtrement entre désordre et ordre, que dans l'ordre que nous voyons à l'échelle macroscopique, il existe un désordre infini à l'échelle microscopique. Ça veut dire que quelque chose qui est ordonné à l'échelle macroscopique par rapport à ce que nous voyons, et nous voyons la chose qui est belle, qui est ordonnée, qui est magnifique, mais en fait, si nous regardons dans l'infiniment petit, nous allons regarder qu'il y a un désordre total. Donc ça veut dire que cette vision globale de notre monde, c'est justement cet équilibre entre le désordre et l'ordre. Et donc dans la vision de Löffling, le monde, c'est un ensemble de désordre et d'ordre. Et donc c'est pour ça que quand on parle de Monet, c'est un peintre expressionniste. Donc il dégage une expression dans sa vision. Donc en fait, on reviendra sur cette perfection émergente. Parce que quand on voit le monde, il est tellement parfait, mais c'est extraordinaire comment les gens sont agencés. Mais nous allons revoir qu'en fait, nous allons introduire deux grandeurs. Et tout au long de cet exposé, nous allons parler de ces deux grandeurs, l'ordre et le désordre. Donc nous allons faire cet équilibre des choses entre le désordre et l'ordre, et comment, donc à partir de cet ordre ou à partir de ce désordre, nous pouvons expliquer. Et puis, nous allons introduire une mesure. Est-ce que l'ordre se mesure ou est-ce que le désordre se mesure? La mesure, c'est comment on mesure une distance en mètres, comment on mesure un temps en secondes. Nous allons voir aussi que l'ordre et le désordre, on le mesure. Il a une unité de mesure, ce désordre-là. Donc voilà un peu, c'est pour ça que je voulais introduire ceci. Donc comme je dis, 4 notions que nous allons voir aujourd'hui ensemble. Donc la notion macroscopique, le microscopique, la vie et le monde physique. Donc voilà un peu, nous allons ensemble voyager dans ce monde-là, donc du monde macroscopique au monde microscopique et du monde physique au monde du vivant. Alors je continue par rapport à cela et je vais revenir à quelques notions de base, parce qu'avant d'entamer notre voyage, nous devons tous connaître quelques notions de base. Quelques notions de base, c'est-à-dire qui ont fait qu'aujourd'hui, nous puissions décrire les choses, nous puissions décrire les événements, nous puissions décrire les phénomènes, quand il y a le vent, quand il y a la pluie, d'accord, quand on a froid, quand on a chaud. Donc ça veut dire que tous ces événements que nous voyons, tous ces phénomènes qui sont autour de nous, nous devons les expliquer. Et comment les expliquer? En premier lieu, nous devons les décrire. On n'explique pas les choses, on les décrit. Ça veut dire que chacun décrit ces phénomènes, mais ils ne peuvent pas expliquer. Nous verrons plus tard pourquoi on ne peut pas expliquer les choses. Nous ne pouvons que décrire les choses. Et donc, à travers ceci, nous avons besoin d'outils pour pouvoir décrire ce monde. Et ces outils pour décrire ce monde, on les appelle des lois. Donc, les lois qui régissent cet univers, les lois qui régissent ce monde du vivant, les lois qui régissent ce monde macroscopique.
ces lois qui régissent ce monde microscopique. Donc nous avons besoin de ces lois-là. Donc c'est ces lois-là qui régissent cet univers, parce que nous baignons dans un univers. Et puisque nous baignons dans un univers, donc il doit être régulé par rapport à des lois. Donc ça veut dire que ces lois-là, nous devons connaître des choses par rapport à ces lois-là. Qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui ne change pas dans ce monde-là? Qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui ne se change pas dans cet univers dans lequel nous existons? Alors, si nous supposons que notre univers est un système fermé, ça veut dire que notre univers est quelque chose de fermé. C'est une boîte qui est fermée et qui n'a pas de relation avec un autre monde, avec un autre univers. D'accord? Ça veut dire que notre univers est fermé, il n'a pas de relation avec l'univers. Ça veut dire que nous considérons qu'il n'existe qu'un seul univers. Il n'existe pas plusieurs univers. Et nous allons voir plus tard qu'il y a des théories qui disent qu'il y a plusieurs univers qui sont en parallèle. Mais supposons que notre univers est unique, d'accord? Donc ça veut dire qu'il est fermé. S'il est unique, il a des frontières, il est fermé. Alors ça veut dire que si il est fermé, ça veut dire qu'il y a des grandeurs qui ne changent pas. Tout système fermé implique qu'il y a des grandeurs qui ne changent pas, ni dans le temps, ni dans l'espace, ni dans une direction donnée. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui sont immuables, qui ne changent pas ni avec le temps, ni avec l'espace. Et ces choses qui ne changent pas, on appelle ça en physique, les choses qui se conservent. Les choses qui se conservent. Donc ça se conserve. Donc nous avons ce que nous appelons des lois de conservation. C'est des lois qui font que les choses se conservent dans cet univers qui ne changent pas. D'accord? Et donc il y a 3 choses qui se conservent. Quelle est la première chose que vous connaissez qui se conserve? Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, c'est l'énergie. D'accord? Donc l'énergie se conserve dans cet univers. D'accord? L'énergie se conserve. Donc nous avons 3 grandeurs qui se conservent dans cet univers. Nous avons l'énergie qui se conserve. Qu'est-ce que ça veut dire l'énergie qui se conserve? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le temps est uniforme. Ça veut dire que le temps au Brésil est le même que le temps à Alger, comme le temps à Sidi Bel Abbès. Donc le temps est uniforme. Ça veut dire que si vous faites une expérience ici à Alger, si vous répétez cette expérience, dans le passé ou dans le futur, d'accord, vous allez obtenir la même chose. Ça veut dire que les gens qui ont fait une expérience il y a 500 ans, s'ils vont répéter l'expérience dans les mêmes conditions, ils vont obtenir les mêmes résultats. C'est pour ça que vous faites les travaux pratiques dans les lycées ou dans les universités, vous refaites le même TP et on obtient les mêmes résultats parce qu'il y a la conservation de l'énergie. Qu'est-ce que ça veut dire la conservation de l'énergie? Ça veut dire que la question fondamentale qui m'interpelle, quelle est l'origine du temps? D'où vient ce temps? Quelle est son origine? Là, c'est un point d'interrogation. Et puis, la deuxième chose qui se conserve, c'est la quantité de mouvement. La quantité de mouvement. Ça veut dire que quand vous prenez une boule, quand je prends cette boule et je frappe la boule avec une autre boule, d'accord? Qu'est-ce que je mesure? Ça veut dire que cette boule a fait un petit chemin avec une certaine vitesse. L'autre boule a fait un petit chemin avec une autre vitesse. Le produit de la masse pour la vitesse s'appelle la quantité de mouvement. Ça veut dire que si je fais la somme des 2 quantités de mouvement, elle est constante, elle ne change pas. C'est ça la conservation de la quantité de mouvement. Et qu'est-ce que ça veut dire la conservation de la quantité de mouvement? Ça veut dire que l'espace est uniforme. Ça veut dire que si je fais l'expérience ici, ou si je la fais dans la Lune, ou si je la fais sur Mars, j'obtiendrai le même résultat. Donc, ça veut dire que qu'est-ce qu'elle me donne? La question qui se pose, c'est l'origine de l'espace. D'où vient cet espace? D'où vient cet espace? Ça, c'est le grand problème aujourd'hui. Et puis la troisième grandeur qui se conserve,
c'est ce qu'on appelle le moment cinétique. Moment cinétique, c'est la même chose, mais la rotation. D'accord? C'est la rotation, c'est le rayon fois la vitesse angulaire, la vitesse avec laquelle, par exemple, la Terre tourne, fois son rayon, ça me donne le moment cinétique. Cette grandeur se conserve. Et qu'est-ce que ça veut dire, le moment cinétique qui se conserve? Ça veut dire que l'espace est isotrope. Ça veut dire dans n'importe quelle direction, j'obtiens la même chose. Toutes les directions sont équivalentes dans cet espace. Que ce soit la direction du nord, que ce soit la direction du sud, que ce soit la direction est ou ouest, c'est la même chose, d'accord? Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de direction privilégiée dans cet espace. Toutes les directions sont identiques. Donc, ça veut dire qu'il y a trois choses qui se conservent dans cet univers. Il n'y a rien d'autre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça veut dire que si je dois réfléchir, si je dois avoir une vision, si je dois avoir des projections dans le futur, ça veut dire que je dois me baser sur ces trois grandes lois de conservation de cette énergie, de ces trois grandeurs-là. Voilà. N'oubliez pas, on va reprendre par la suite, il y a trois grandeurs qui se conservent. Et c'est là où devient la polémique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à expliquer tout. On n'arrive pas à décrire tout. Il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque pour que j'ai une loi qui puisse m'expliquer, qui puisse me décrire tout cet univers. Il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose que je ne connais pas. Et donc, nous allons voir, est-ce qu'aujourd'hui la science est capable de déterminer qu'est-ce qui manque, d'accord, pour pouvoir réussir à avoir ce que j'appelle, moi, une théorie unifiée, une loi qui va unifier tout ce qu'il y a dans cet univers. Alors, ça veut dire que, en fait, ces trois lois de conservation que j'ai résumées ici, ces lois, alors maintenant, quand on a une loi, cette loi que j'ai, je peux, comme j'ai dit, j'ai deux mondes. J'ai le monde macroscopique et j'ai le monde microscopique. Comment je dois adapter cette loi au monde macroscopique et comment je dois adapter ces lois au monde microscopique? Pour pouvoir adapter une loi à certaines conditions, ça veut dire que le monde macroscopique, ça veut dire que c'est des conditions du monde macroscopique. Ça veut dire comment je dois adapter ces lois au monde microscopique, ça veut dire c'est comment ces lois, je dois les utiliser dans le monde microscopique pour pouvoir passer d'une loi et une loi qui dépend de certaines conditions, j'utilise des théories. Donc à partir d'une loi se découlent des théories. Des théories qui s'appliquent au monde macroscopique et des théories qui s'appliquent au monde microscopique. Et c'est pour ça que tous les physiciens, à travers les âges, ont essayé de développer des théories qui s'appliquent au monde macroscopique et qui s'appliquent au monde microscopique. Et puis le Graal, c'est trouver une théorie qui s'applique aux deux mondes. Y a-t-il une théorie qui s'applique aux deux mondes? Au monde de l'infiniment petit et au monde de l'infiniment grand. Jusqu'à présent, on n'a pas fait tout. Einstein a passé 30 ans, ces dernières années de sa vie, il a passé 30 ans à essayer de trouver cette théorie qui peut unifier toutes ces théories, il n'a pas réussi. Et jusqu'à présent, on n'a pas encore réussi à trouver ce qu'on appelle une théorie du tout. Une théorie du tout. D'accord? Alors, aujourd'hui, il y a deux grandes théories qui se disputent. Deux grandes théories qui ne sont pas d'accord entre elles. Et puis chacun dit, moi, je suis le plus fort. Et donc ces deux théories sont nées dans le début du XXe siècle. Dans le début du XXe siècle, il y avait deux grandes écoles dans le monde. Il y avait ce qu'on appelle l'école de Berlin. Ça veut dire ceux qui adhéraient à cette école. Et cette école de Berlin, son fondateur est Einstein.
Ça veut dire, on se disait à l'époque, est-ce que vous faites partie de l'école de Berlin? Ça veut dire que vous êtes du côté de Einstein, ou vous faites partie de l'école de Copenhague, au Danemark. Et donc, le maire est Bohr, un Danois. On vous dit, donc vous êtes de l'école de Berlin, ou vous êtes de l'école de Copenhague. Et donc, ça veut dire, est-ce que vous êtes avec Einstein, ou est-ce que vous êtes avec Bohr? D'accord? Tous les deux étaient contradictoires. Deux théories, l'une qui contredit l'autre. Alors, donc, Einstein, l'école de Berlin et d'Einstein, c'est ce qu'on appelle la théorie de la relativité. La relativité générale d'Einstein. Et puis, l'école de Copenhague, c'est la théorie de la mécanique quantique. La théorie de la mécanique quantique. Ça veut dire que nous avons l'émergence. Donc, regardez, j'utilise encore le mot émergence. Émergence, hein? Je l'ai utilisé au départ. Comme j'ai dit, Laughlin, le prix Nobel, il a dit ce monde est apparu par une émergence. D'accord? Donc, ça veut dire que les théories aussi ont émergé, d'accord, dans ce monde-là. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons deux grandes théories. La relativité générale et la mécanique quantique. Dans notre voyage, hein, nous allons être du côté de l'école de Copenhague. Aujourd'hui, c'est la mode. Aujourd'hui, c'est le devenir. C'est le futur. Le futur de notre univers. Le futur de la science. Le futur de la connaissance. C'est l'école de Copenhague qui a pris le dessus sur l'école de Berlin. Donc ça veut dire que sur le voyage que nous allons faire aujourd'hui, nous allons laisser de côté l'école de Berlin et nous allons nous allier avec l'école de Copenhague. Nous allons être amis avec l'école de Copenhague et nous allons voyager dans le monde quantique. Ça veut dire qu'un monde qui est complètement différent du monde dans lequel vous êtes tous aujourd'hui. Le monde dans lequel vous êtes tous aujourd'hui, c'est le monde de Einstein. Nous allons laisser ce monde et nous allons regarder le monde différemment par rapport à ce que vous vivez tous les jours, ce monde réel. Nous allons passer dans un monde illusionniste, dans un monde d'illusions. Nous n'allons plus être dans le monde du réel. D'accord? Et donc la mécanique quantique va pouvoir nous faire voyager dans ce monde quantique. D'accord? Alors, on va revenir. Comme j'ai dit, ce sont des théories. Qu'est-ce que vous avez appris en mathématiques quand on vous parle d'une théorie? Toute théorie se vérifie. Toute théorie se vérifie. Elle se vérifie soit théoriquement, soit elle se vérifie expérimentalement. Quand vous faites des TP, vous vérifiez la théorie si elle est juste. Ça veut dire si l'équation est juste. D'accord? Et puis, en mathématiques, quand vous voulez vérifier une théorie, un théorème, quand vous voulez faire un théorème, vous avez des actions, et à partir des actions, vous allez prouver si c'est vrai ou si c'est juste. Ça veut dire qu'en mathématiques, quand on veut prouver quelque chose, on a deux résultats. Soit c'est vrai, soit c'est faux. On n'a pas d'autre solution. Soit le théorème est juste, soit le théorème est faux. D'accord? Ça, c'est la logique des mathématiques. Donc, quand on veut démontrer un théorème, on essaie de prouver s'il est juste, ou bien prouver s'il est faux. Alors, jusqu'à un mathématicien logicien qui s'appelle Gödel, dans les années 40. Gödel est un mathématicien, mais qui fait de la logique. Il est arrivé avec ce qu'on appelle le théorème d'incomplétude. Ça veut dire incomplétude, ça veut dire que ce n'est pas complet. Il démontre que les théories, il n'y a pas que des théories qui sont vraies ou qui sont justes, mais la plupart des théories sont indécidables. Ça veut dire que je ne peux pas dire si c'est vrai, ou je ne peux pas dire que c'est faux. Je suis indécis dans mon résultat.
Alors que normalement, c'est soit juste, soit faux. Il n'y a pas de milieu. Donc je ne peux pas dire que c'est juste, mais je ne peux pas dire que c'est faux. Donc ça veut dire, en fait, oh, qu'est-ce qu'il y a? Donc, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que toutes les théories sont incomplètes. Ça veut dire que les théories ne sont pas complètes. Ça veut dire que les théories, quelle que soit la théorie que nous avons, la mécanique quantique, la relativité, autre chose, ils sont presque, tout est indécidable. Ça veut dire que dans cet univers dans lequel nous évoluons, tout est indécidable. Nous ne pouvons pas décider si c'est vrai ou si c'est juste, d'accord? Et donc ça va me mener à quelque chose. Donc il y a des livres qui ont été écrits dans ce domaine-là. D'accord, aujourd'hui nous n'allons pas parler du démon de Gödel, mais nous allons parler du démon de Maxwell, mais il y a aussi le démon de Gödel. C'est un démon parce qu'il est arrivé avec quelque chose en contredisant tout le monde, en disant il y a des choses qui ne sont ni vraies, ni faux, on est indécis, on ne peut pas donner notre avis, donc ça veut dire que c'est des choses, ça veut dire que les théories sont incomplètes. Puisqu'on ne peut pas prouver que c'est juste, on ne peut pas prouver que c'est faux, donc c'est quelque chose qui n'est pas complet, elle est incomplète, la théorie. Et donc c'est pour ça qu'on appelle le théorème d'incomplétude. D'accord? Alors, c'est tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, avec toutes les suppositions que nous avons, dans certaines manières, ça démontre qu'il existe encore des mystères, qu'il existe encore des choses que nous ne pouvons pas expliquer, qu'il existe des choses que nous ne pouvons pas décrire. Et donc pour nous, c'est des mystères. Et donc, ceci a été couronné par le prix Nobel de chimie, le Belge Ilya Prigorine, prix Nobel de chimie sur ce que nous appelons les phénomènes dissipatifs. Donc, c'est un grand thermodynamicien sur ce que nous appelons des réactions chimiques réversibles. Il avait écrit donc un bouquin qui s'appelle La fin des certitudes. Ça veut dire que nous sommes arrivés aujourd'hui au stade où il n'y a plus de certitude. Tout est incertain. D'accord? Et donc tout est incertain, ça veut dire que la réalité, et donc tout ceci, donc puisque toutes les théories ne sont pas complètes, donc la réalité est inaccessible. Nous ne pouvons pas avoir accès à la réalité. Toutes les théories qui existent aujourd'hui ne peuvent pas nous donner avec certitude la réalité. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui manque, ça veut dire que toutes les descriptions que je peux donner ne peuvent pas me permettre de décider si quelque chose est accessible. Ça veut dire, autrement dit, il y a beaucoup de choses qui sont inexistantes. Alors, donc si je résume, ça veut dire que toutes les théories ne permettent pas d'arriver à la vérité. Ça veut dire que la vérité, avec toutes les théories qui existent, je ne pourrai jamais arriver à la vérité. La vérité de ce monde, la vérité, d'accord, de cet univers dans lequel nous évoluons. Et donc, ça veut dire que si je n'arrive pas à trouver la vérité, ça veut dire que la vérité est extérieure à ce monde. Puisque dans le monde où je suis, je n'arrive pas à trouver la vérité. Ça veut dire la vérité est ailleurs, elle n'est pas dans ce monde. Ça veut dire que la vérité est extérieure à ce monde, elle n'est pas dans ce monde. Il faut aller chercher cette vérité en dehors de notre monde. Puisque dans notre monde, je suis indécis et je n'arrive pas à l'expliquer. Alors, de façon globale, ça veut dire que notre monde, il est fait de quoi? Il est fait d'espace et de temps. L'espace et le temps. Et donc ce monde qui est... Donc si nous ne pouvons pas avoir la vérité dans ce monde temporel et spatial, puisque nous sommes dans un monde régi par un espace et par un temps, puisque je ne peux pas trouver la vérité dans ce monde, et ce monde se trouve dans un monde extérieur à ce monde. Ça veut dire dans un monde qui est aspatial et qui est atemporel. Ça veut dire dans un monde où l'espace n'existe pas, où le temps n'existe pas. C'est Dieu. Il n'y a pas autre chose. Donc la vérité est détenue par Dieu, il n'y a personne qui peut détenir la vérité. Et donc c'est celui qui est à l'extérieur de ce monde-là et qui sait la vérité. Voilà un peu
ce théorème d'incomplétude, il est très profond philosophiquement, il est très profond du point de vue explication, description des mondes, description des choses. Alors, voilà la première partie. Nous avons parlé de ce monde. Hein? Ça veut dire que j'arrive à la conclusion que toutes les théories pour savoir la vérité sur ce monde sont incomplètes. Ça veut dire que la vérité absolue, je ne peux pas la savoir. Et je serai toujours indécis dans mes prises de décision. Ça veut dire que je ne serai pas sûr de mes résultats, je serai toujours indécis. Alors maintenant, je vais passer à autre chose. Je reviens dans le monde réel. Je reviens dans le monde réel et on va parler de thermodynamique. On va parler de thermodynamique. Quand on parle de thermodynamique, automatiquement, on sous-entend la chaleur, l'énergie, le travail. Hein? Le travail, l'énergie, la chaleur. Ça veut dire que si je cours, je fais un travail, je dégage de l'énergie, cette énergie se dégage sous forme de chaleur. D'accord? Donc ça veut dire que l'énergie, elle se dégage sous deux formes. Soit sous forme de chaleur, soit sous forme de travail. Donc ça veut dire que pour moi, ça veut dire que la thermodynamique, c'est celle qui va régir, d'accord, cet échange. Cet échange, chaleur, travail, énergie, chaleur, etc. Donc quel est ceci? Et puis, et c'est pour ça que j'ai dit aujourd'hui, la thermodynamique, je me pose la question, et on va se poser à la fin, quand je vais terminer cet exposé, et me dire, est-ce que la thermodynamique est la science du futur ou non? Est-ce que la thermodynamique va nous permettre de combler ces vides et de combler ces lacunes que nous avons dans l'explication de cet univers et dans la description de cet univers? Alors, vous savez, la vie, quand la vie se met en place, ou quand les processus se mettent en place, ou quand un monde physique se met en place, d'accord, il se fait par ce que nous appelons des processus. Un processus, c'est-à-dire un processus comment la cellule se forme, d'accord, comment un embryon se forme, d'accord, comment il y a un dégagement de chaleur, comment une plante fonctionne. Donc c'est un processus, d'accord. Et donc le monde est régi par deux types de processus. Les processus spontanés et les processus non spontanés. Ça veut dire quoi un processus spontané? Un processus spontané, c'est quelque chose qui se produit naturellement. Naturellement. Ça veut dire que si naturellement, ça veut dire que j'ai un thé qui est chaud, si je le laisse, il va refroidir. C'est un processus spontané. Il se produit naturellement, je n'ai rien fait. D'accord? Pour le faire. C'est ce qu'on appelle un processus spontané. Et puis vous avez les processus non spontanés. Ça veut dire les processus non spontanés, c'est qui ne se produit pas naturellement. Par exemple, un réfrigérateur, hein, il ne peut pas refroidir de l'eau si je ne les mets pas dans la prise. Je ne lui mets pas de l'énergie extérieure. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'extérieur que j'ajoute pour que le processus se passe. D'accord? Donc, c'est ce que j'appelle des processus non spontanés. Donc, ça veut dire que j'ai deux types de processus dans la vie. Des processus spontanés qui se passent naturellement et des processus non spontanés où il faut une action extérieure pour qu'ils se produisent. Donc, la thermodynamique va gérer essentiellement les processus spontanés et les processus non spontanés. Alors, je vais vous prendre des exemples. Une chute d'eau, l'eau tombe toujours, elle ne remonte jamais. Si j'ai une chute, l'eau va tomber, mais elle ne pourra jamais remonter. Ça, c'est un processus spontané. Pour la faire remonter, il faut que je fasse une pompe, donc je lui donne de l'énergie pour pouvoir la faire remonter. D'accord? Si un cube de sucre se dissout dans un verre, je mets un sucre dans de l'eau, il va se dissoudre, c'est un processus spontané. Donc ça, c'est des exemples de processus spontanés. Alors, comme j'ai dit, est-ce que je peux mesurer cette spontanéité?
J'ai dit tout à l'heure, au départ, qu'est-ce que j'ai parlé de quoi? Ordre et désordre. Et j'ai dit, l'ordre et le désordre se mesurent. La grandeur qui mesure l'ordre ou le désordre s'appelle l'entropie. Donc la grandeur qui mesure l'ordre ou qui mesure le désordre, elle s'appelle l'entropie. D'accord? Donc la valeur de l'entropie va me dire si c'est un système est ordonné ou si un système est désordre et désordre. Voilà, donc celui qui l'a découvert, c'est Clausius. D'accord? Rodolphe Clausius, c'est lui qui a découvert donc, cette notion d'entropie à l'échelle thermodynamique, c'est-à-dire à l'échelle macro. Ça, c'est à l'échelle macroscopique, parce qu'on va voir, il y a l'analogue dans le monde microscopique. Là, nous parlons du monde macroscopique, c'est Clausius. D'accord, Rodolphe Clausius, qui a défini la notion de l'entropie. Comme vous voyez, l'entropie, c'est quoi? C'est la quantité de chaleur sur la température. Alors, cette entropie, comme vous voyez, ça veut dire que plus le désordre est grand, plus l'entropie sera grande. Plus il y a de désordre, plus S a une valeur maximale. Donc plus le désordre augmente, plus S est grand. D'accord? Plus S est petit, plus le système est désordonné, il tend vers l'ordre. Plus S est petit, plus il tend vers l'ordre. Plus S est grand, plus le système va vers le désordre. D'accord? Le sens augmente, c'est le désordre. Le sens diminue, c'est l'ordre. Bah. Mais, dans l'univers dans lequel nous sommes, il y a la flèche du temps. Le temps s'écoule dans un sens. Il ne s'écoule pas dans les deux sens. Je ne peux pas revenir dans le passé. D'accord? Je ne peux pas revenir dans le passé. Je suis dans le présent. Je ne sais pas le futur, il est comment. D'accord? Et je ne sais pas, et je ne peux pas revenir, le passé est passé, mais je ne peux pas revenir dans le passé, parce que le temps s'écoule dans un sens. On dit il y a la flèche du temps. Ça veut dire que l'entropie suit la flèche du temps. L'entropie suit la flèche du temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cet univers, le désordre ne fait qu'augmenter. Dans cet univers, le désordre ne fait qu'augmenter. D'accord? Le désordre ne diminue pas. L'entropie ne diminue pas. L'entropie ne fait que croître. L'entropie ne décroît pas. L'entropie ne décroît. Et ça, c'est le deuxième principe de la thermodynamique. Le deuxième principe de la thermodynamique, l'entropie de l'univers augmente dans un processus spontané et reste inchangé dans un processus d'équilibre. Quand je suis à l'équilibre, le delta S est égal à 0. Si je sors de l'équilibre, le delta S ne fait que augmenter. Ça veut dire que dans cet univers, l'entropie de cet univers ne fait qu'augmenter. Voilà, nous sommes dans la première interrogation que nous allons nous poser. Pourquoi l'entropie ne fait qu'augmenter? D'accord? Parce que, pourquoi? Parce que je ne peux pas revenir dans le passé. Je ne peux pas. Donc, de l'eau, si vous prenez une tasse de café qui est chaude, elle refroidit, mais elle ne peut pas se réchauffer toute seule spontanément. Il faut la réchauffer, d'accord? Il faut lui apporter de l'énergie extérieure pour pouvoir qu'elle se réchauffe, d'accord? Mais un processus spontané, toujours quelque chose va du chaud vers le froid. Donc toujours la chaleur suit la flèche du temps. La chaleur va toujours du chaud vers le froid et jamais du froid vers le chaud. Ça, c'est pourquoi? Parce qu'il y a la flèche du temps. Parce que le désordre ne fait qu'augmenter, d'accord? L'entropie ne fait qu'augmenter. Donc c'est la flèche, d'accord, de l'entropie qui va dans un sens. L'entropie ne va pas dans l'autre sens. Gardez en mémoire ceci. L'entropie ne fait que croître.
Parfait? Alors, maintenant, si je passe au monde microscopique, ça c'est dans le monde macroscopique, ce que je vois. L'eau se refroidit, hein, l'eau tombe du chute, ça c'est dans le monde macroscopique. Mais si je vais dans le monde microscopique, c'est un physicien très visionnaire, Boltzmann, autrichien, que vous voyez ici. En 1872, il a fait cette formule-là que vous voyez ici. L'entropie égale une constante, qu'on appelle la constante de Boltzmann, fois la distribution des états microscopiques dans la matière. Je ne vais pas rentrer dans ça, c'est-à-dire qu'il a donné une explication de ce qu'est l'entropie à l'échelle microscopique en utilisant ce qu'on appelle de la physique statistique. Quand il a énuméré cette théorie, personne ne l'a cru. Tous les grands scientifiques se sont moqués de lui. Qu'est-ce qu'il raconte, ce bonhomme-là? C'est quoi ça? Alors il s'est suicidé, puisque personne ne l'a cru. Il s'est suicidé. Tellement il s'est senti meurtri dans son amour-propre. Moi qui ai découvert cette formule, personne ne peut la comprendre, il n'y a que moi qui la comprenne et personne ne fait confiance à cela. C'est bien plus tard, après sa mort, 40 à 30 ans plus tard, qu'on a dit que Boltzmann avait raison. Que Boltzmann avait raison, il était visionnaire. Donc voilà comment j'explique cette entropie à l'échelle. Alors gardez en tête, s'il vous plaît, gardez en tête cette formule. Gardez en tête cette formule. Ça va être ça qui va nous être le lien de notre voyage durant toute cette conférence. Alors, et puis le temps passe, d'accord? Et puis, à l'époque, il y avait des mathématiciens, dont le premier Turing, vous connaissez Alan Turing, c'est lui qui a fait le premier computer, le premier ordinateur, la première machine qui calcule, d'accord? Turing, d'accord? Un joli film sur lui, vous pouvez le télécharger. Et donc, ensuite, il y avait toute une panoplie de personnes qui étaient très liées à l'époque par les notions de logique, par la notion d'intelligence artificielle. Donc ils étaient très en avance par rapport à leur temps. Et Shannon travaillait chez Bell, une entreprise qui fabriquait à l'époque les transistors. On n'avait pas encore, donc il commençait à réfléchir aux ordinateurs, d'accord, etc. Et puis il dit, donc ça veut dire que dans une machine, qu'est-ce qui se transmet dans des machines? C'est de l'information. Donc je transmets de l'information dans une machine. C'est de l'information qui est échangée entre une machine ou bien entre un homme et une machine. C'est de l'information qui est échangée. Et donc Shannon, c'est le précurseur de l'informatique moderne que nous connaissons aujourd'hui, d'accord, puisque c'est lui qui élance dans un article, et vous voyez, c'est des mathématiques, Mathematical Theory of Communication, la théorie mathématique de la communication entre les objets. Un article qui il introduit, donc il dit l'information aussi, elle se perd. Une information, si elle n'est pas stockée, on ne sait pas ce qui s'est passé il y a 5000 ans, s'il n'y a pas une trace. D'accord? Si elle n'est pas stockée quelque part, il n'y a pas une trace, elle est perdue. D'accord? Donc l'information aussi se perd. D'accord? Donc comme dans l'entropie, comme dans tout à l'heure la chaleur, quand on a parlé de la chaleur, si on la laisse, elle va se perdre, cette énergie. Donc ça veut dire que l'information aussi, d'accord, croît avec le temps. Et donc c'est elle croît parce que l'information croît avec le temps. Parce que plus on avance, plus il y a de l'information qui est produite. Donc il y a de plus en plus d'informations qui est produite. Donc il y a de plus en plus d'informations. Il y a une quantité, des temps d'informations qui se produisent. Donc l'information ne fait que croître. Donc l'entropie ne fait que croître. Donc on mesure la quantité d'informations.
Ça veut dire que l'entropie tout à l'heure, c'était la mesure de l'ordre et des ordres dans le monde donc, physique. Et dans le monde de l'information, l'entropie, c'est la mesure de la quantité d'information. Donc plus S est grand, et donc regardez, il a introduit, il s'est basé sur, regardez, S égale K log de W. L'entropie, pour un système microscopique, c'est constante de Boltzmann, W, la densité, la distribution des états. Et donc lui, voilà, I, K log de P. D'accord? Donc l'information est égale à une constante fois l'organe d'une probabilité. Alors, donc vous voyez ici, donc il y a une analogie entre, donc ça veut dire que cette grandeur que j'ai appelée entropie, c'est une grandeur qui est commune au monde physique et au monde de l'information. Donc l'entropie, cette grandeur mesurable, est commune au monde physique et au monde de l'information. Et c'est ça qui va nous permettre de continuer notre voyage. N'oubliez pas, l'entropie est une grandeur commune au monde de la physique et commune au monde de l'information, donc au monde de la communication. Donc l'entropie, c'est cette grandeur qui va nous permettre d'établir un lien entre le monde physique et le monde de l'information. N'oubliez pas, l'entropie va nous permettre de faire ce lien entre le monde physique et le monde de la communication. Et c'est lui qui a introduit la notion de bit. La mesure de l'information se mesure par le bit. La quantité d'information se mesure par le bit. Ça veut dire c'est 10 bits, 20 mégabits, 20 gigabits. Donc quand vous achetez une clé USB, c'est la quantité d'information qu'elle peut stocker. C'est combien de bits elle peut stocker. C'est comme le mètre. C'est l'unité de mesure de l'information. Donc le bit est l'unité de mesure de l'information. Donc ça veut dire, quand j'achète une mémoire, c'est combien d'informations je peux stocker dans ma mémoire. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il introduit cette notion de bit. C'est la mesure de la quantité d'informations. Et donc il introduit, 1948, vous voyez, il introduit cette notion de bit, et donc vous voyez l'octet, le kilo-octet, il introduit des notions de kilo-octet, octet, et donc c'est ce qu'on utilise en informatique. Aujourd'hui, on dit c'est 1 kilo-octet, 10 kilo-octets, etc., etc. Alors, ça veut dire qu'un bit, et c'est là où nous allons voir, donc ça veut dire qu'un bit, nous avons, c'est une boîte. D'accord? C'est une boîte. Une boîte qui peut avoir soit la valeur 0 dans cette boîte, soit la valeur 1 dans cette boîte. Soit elle peut avoir la valeur 1 dans cette boîte, soit la valeur 0 dans cette boîte. D'accord? Ensuite, si j'ai deux boîtes, ça veut dire que j'ai 0 et 1, d'accord? Et dans l'autre boîte, 0 et 1, combien je peux faire de combinaisons? 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, donc ça fait 4. Donc ça veut dire que je peux représenter de 0, 1, 2, 3. Si j'ai 4 bits, j'ai 16, donc je peux représenter 15 chiffres, et ainsi de suite. Plus j'ai des nombres, des grands nombres, plus j'ai besoin de bits, d'accord? Donc j'ai besoin de boîtes. Donc, retenez ça. Donc un bit, ça peut prendre soit 0, soit 1. Donc voilà un peu, ceci est très important parce que nous allons le voir tout à l'heure, nous allons le voir. Retenez, théorie de l'information, un bit ne peut contenir soit 0, soit 1. Ça veut dire quoi? Traduire ça en informaticien, ça veut dire que j'ai une porte, soit elle est fermée, soit elle est ouverte. Soit il y a de l'électricité, soit il n'y a pas de l'électricité. Et c'est la base
des computers aujourd'hui qui sont basés sur ces portes, d'accord, et ces bits qui peuvent être 0 ou 1. Voilà. Donc nous sommes à ce stade-là, et donc je vais continuer. Alors, donc au cours du temps, comme j'ai dit, l'information contenue dans un système isolé ne peut que être détruite. Donc l'information ne peut que être détruite. Donc ça veut dire que l'entropie ne fait que croître. Donc si je ne la préserve pas, cette information est détruite, elle est perdue. D'accord? Donc ça veut dire que si je veux la conserver, il faut une source extérieure pour pouvoir la conserver. Comme tout à l'heure, les processus spontanés et non spontanés, comme tout à l'heure. Alors, mais, ça c'est dans le monde physique. Dans le monde physique, l'entropie ne fait que augmenter. Donc le désordre ne fait que... Donc dans le monde physique, le désordre ne fait que... Voilà, on est tous d'accord. Donc le désordre ne fait qu'augmenter, l'entropie ne fait qu'augmenter dans le monde physique. Mais, le paradoxe, la vie se comporte différemment. Alors pourquoi, dans la vie, semble contredire le constat dans certains phénomènes de la vie qui produisent de l'organisation et de la complexité? Un homme, son entropie n'augmente pas. Si son entropie augmente, c'est le désordre total. Hein? Rien ne fonctionne dans son organisme. D'accord? Il y a une auto-organisation. Les cellules s'auto-organisent. Les organes s'auto-organisent pour qu'ils fonctionnent normalement. Donc ça veut dire que dans le vivant, ça veut dire qu'au lieu de détruire des niveaux d'organisation qui ne tendent pas vers l'immobilité, ça veut dire que l'entropie n'augmente pas dans la vie. C'est un paradoxe. Alors que tout ce que nous avons vu, l'entropie ne fait qu'augmenter. Alors, avez-vous la réponse? Pourquoi l'entropie ne fait qu'augmenter? D'accord? Ça veut dire, nous allons parler de négotropie. Ça veut dire que l'entropie est négative. Ça veut dire que l'entropie ne va pas dans le sens que nous avons vu, dans un seul sens, mais elle peut aller dans un être vivant, elle peut aller vers l'autre sens. C'est-à-dire l'entropie diminue. Hein? L'entropie n'augmente pas. L'entropie diminue dans un être vivant. C'est ce qu'on appelle de négotropie. On a de la négotropie, c'est-à-dire de la perte d'entropie. Une augmentation d'organisation. Ça veut dire plus je perds de l'entropie, plus je vais vers quoi? Vers l'ordre, vers l'organisation. Vers une organisation, vers un ordre. Donc dans la vie, voilà le paradoxe, déjà le premier paradoxe. Pourquoi? Je vous ai posé la question, pourquoi? Réfléchissez, et c'est là où vous devez avoir votre vision de voir les choses, comment elles se font. Alors, pour expliquer ceci, il faut d'abord se poser la question, c'est quoi la vie? Que représente la vie? Est-ce que chacun... Parce que le biologiste, si vous lui posez la question, c'est quoi la vie? Il ne sait pas répondre. Il sait comment évolue la vie. Comment la vie évolue. Hein? Mais qu'est-ce que la vie? Il ne répondra pas, malgré qu'il a son terrain d'étude, c'est la vie. Donc le biologiste ne saura jamais répondre à vous dire c'est quoi la vie. Il vous dira la vie se déroule comment? Comment la vie, le processus, se évolue dans le temps ou dans l'espace. Et donc, la vie c'est quoi? Ça veut dire que d'abord, elle s'alimente. La vie, il faut l'alimenter. Il faut de l'énergie et elle se reproduit. La vie s'alimente, elle a besoin d'énergie et elle se reproduit. Ça veut dire que si je dis, qu'est-ce que la vie? C'est tout système qui s'alimente, tout système qui produit ou qui absorbe de l'énergie, ou et tout système qui se reproduit.
Tout système qui se reproduit. La vie se reproduit. Elle n'est pas immobile. Elle n'est pas immobile. Donc, je prends l'exemple, par exemple. 3 choses qu'on n'arrive pas à expliquer jusqu'à aujourd'hui dans la vie. La photosynthèse. La photosynthèse, un biologiste, on va vous l'expliquer. C'est quoi la photosynthèse, d'accord? Le jour, la plante elle absorbe la lumière, elle transforme le gaz carbonique en oxygène, d'accord? Ceci. Mais il y a une chose qu'on n'arrive pas à expliquer. La photosynthèse, c'est le meilleur panneau solaire au monde. Il y a un rendement de 100%. Il convertit 100% de l'énergie solaire en chaleur. C'est extraordinaire. Ça veut dire que le meilleur panneau solaire, c'est la photosynthèse. Mais on n'arrive pas à l'expliquer. Pourquoi? C'est une énigme. La deuxième chose dans la vie, l'efficacité de l'activité enzymatique. Pourquoi les enzymes sont les meilleurs catalyseurs dans le monde pour accélérer le processus chimique, des réactions chimiques dans le corps humain? Et puis le troisième, l'incroyable stabilité de l'ADN. Qu'est-ce que ça veut dire, l'incroyable stabilité de l'ADN? L'ADN, elle porte l'information génétique de chaque être humain. L'ADN, c'est elle qui porte l'information génétique de chaque être humain. D'accord? Et c'est pour ça que sur des fossiles qui datent de 20 000 ans, 30 000 ans, 50 000 ans, on peut retrouver l'ADN. Et à partir de l'ADN, on retrouve donc toute l'évolution de l'espèce. Donc ça veut dire, quand je dis la stabilité, ça veut dire que c'est la meilleure mémoire au monde. C'est une mémoire qui ne s'oublie jamais, qui ne se perd jamais, quels que soient les temps, des milliards d'années passent, mais l'information reste toujours codée dans l'ADN. Alors que la meilleure mémoire au monde physique, 30 ans, 40 ans, la mémoire, je la jette, elle est plus durable, et donc elle ne peut plus conserver de l'information. Un CD, au-delà de 20 jours, de 10 mois, de 1 an, de 20 ans, vous allez le mettre dans votre ordinateur pour lire, il est endommagé. La mémoire est endommagée. Donc, et c'est ça ce que j'appelle l'incroyable stabilité de l'ADN pour mémoriser de l'information. Jusqu'à présent, on n'arrive pas à le comprendre. Toujours l'information. Ça veut dire que tout ce que j'ai dit, donc la vie, c'est quoi? C'est de l'information. C'est de la reproduction de l'information. C'est de l'édition de l'information. C'est l'écriture et l'effacement de l'information. Donc c'est comme un ordinateur. Donc ça veut dire que la vie fonctionne comme un ordinateur. Alors comme j'ai dit, supposons maintenant, on se pose la question, qu'est-ce que la vie, quelles sont ses origines et son histoire? Il y a un bouquin très étonnant qui s'appelle L'étonnant du vivant, où vous avez peut-être des questions sur tout ça, d'accord, tout ceci, mais ce qui est important dans tout ceci, c'est ces 3 personnes-là. 3 personnes qui ont eu le prix Nobel, qui grâce à eux, on commence un peu à comprendre les processus biologiques, comment se fait la vie. Alors, ces 3 personnes, un japonais et 2 américains, Shimomura, Shanfi et Tsai, qui ont pris le prix Nobel de chimie en 2008. D'accord? Prix Nobel de chimie en 2008, parce que de la biologie, c'est de la chimie en premier lieu. D'accord? C'est des réactions. D'accord? Alors, ils ont découvert une protéine. Ils ont eu le prix Nobel parce qu'ils ont découvert une protéine fluorescente. Ça veut dire qu'une protéine qui dégage de la lumière. Et qu'ils ont appelé ça la GFP, Green Fluorescent Protein. Dans une méduse. Une des méduses, vous connaissez les méduses dans la mer,
dans cette méduse, ils ont découvert une protéine qu'ils ont appelée la GFP, qui s'appelle le Green Fluorescent Protein, et qui a révolutionné l'observation des cellules au cours des 20 dernières années. C'est-à-dire, grâce à cette protéine, on arrive à suivre l'évolution des cellules dans un être humain, l'évolution des cellules dans un être humain, comment elles s'organisent, comment elles se reproduisent, comment elles font ceci, d'accord? Donc voilà un peu, c'est une avancée extraordinaire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut suivre les processus biologiques dans un être humain grâce à cette protéine, ceci. Donc ça a permis un peu de comprendre. Alors, qu'est-ce qu'ils font en fait? En couplant cette protéine, cette GFP, une protéine qu'on souhaite étudier, donc on souhaite étudier une protéine dans un être humain, on lui fait un couple avec cette GFP, et il est possible de suivre la localisation au cours du développement. Ça veut dire c'est quoi? C'est extraordinaire. C'est comme un GPS à l'intérieur de l'être humain. Ça veut dire que vous avez greffé un GPS dans une protéine et vous allez suivre cette protéine dans l'être humain en cours de son processus de développement, de sa réactivité, qu'est-ce qu'elle va faire, etc. grâce à cette GFP. Et c'est ça qui a révolutionné ceci. Donc c'est une magnifique aventure dans l'être humain. Voilà. Alors, troisièmement, bon, je ne vais pas faire ceci, la morphogénèse. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, donc pour suivre cette évolution, donc la nature produit-elle de l'information? C'est toute une nouvelle branche de la biologie qu'on appelle la morphogénèse. Donc les biologistes qui s'intéressent donc à l'étude de l'information dans les êtres vivants s'appellent de la morphogénèse.